Et cette information maintenant à propos de la Turquie, ouverture près d'Ankara du plus grand procès lié au coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Il y a près de 500 suspects, vous les voyez. Ils ont été emmenés dans une salle spécialement aménagée, dans une prison proche de la capitale turque. On les soupçonne d'avoir organisé le putsch avorté contre le président Erdogan. Et on continue de parler de la Turquie avec vous, Laurence Monod. Vous êtes journaliste et vous avez publié ce livre chez Le Mieux Éditeur, Tête de Turc, Erdogan et la condition féminine. Merci d'être avec nous. Alors Laurence Monod, pour écrire ce livre, vous êtes allée à la rencontre pendant un an et avant le coup d'État raté de dizaines de femmes turques venant d'univers très différents, des laïcs, des Kurdes, des pro-Erdogan ou des anti ou encore des féministes islamiques. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir cette diversité de profils, même si, vous le précisez, elles habitent toutes Istanbul? Oui, ce sont toutes des Stambouliotes. Merci d'avoir précisé aussi que les interviews ont été conduites donc avant la répression qui a suivi la tentative de coup d'État. Les réponses auraient peut-être été très différentes. Je pense que je n'aurais pas pu avoir d'interview. Et même vous n'auriez pas pu faire cette enquête. Voilà, donc il s'agit d'une époque avant, où il était encore possible de s'exprimer, de militer dans des associations, d'intervenir comme avocate des femmes. C'est évidemment beaucoup plus difficile maintenant. Et cette diversité des profils, justement, vous la vouliez absolument ? Évidemment, parce que le fait d'avoir alors, diversité des profils qui peut dépendre de plein de facteurs différents, l'origine sociale, professionnelle, voilà, le degré de religiosité, quelle religion, l'éducation, etc. Tout un cocktail qui fait aussi qu'on a des points de vue différents sur le rôle de la femme. Même les femmes ont des points de vue différents, bien sûr. Alors, vous l'écrivez, le droit des femmes en Turquie depuis Atatürk est un des plus libéraux de la région. Et pourtant, la Turquie se classe 130e sur 144 au classement des inégalités hommes-femmes établi par le Forum économique mondial. Comment l'expliquez-vous ? En fait, je ne l'explique pas. Je ne sais pas exactement comment on arrive à cette place qui est vraiment très, très mauvaise. Très basse, ouais. Oui. Parce qu'au niveau du droit, non pas tel qu'il est exercé, mais au moins tel qu'il est dans la loi et la Constitution, les femmes kurdes ne sont pas plus mal loties que la plupart des Européennes. Finalement, ce qui manque, c'est des mesures qu'on a eues dans les dernières années dans les pays européens, comme le mois de congé paternité, les choses comme ça. Mais au niveau des droits, elles sont sur un pied d'égalité. Elles ont eu le droit de vote avant. Bon, c'est pas forcément le plus important. Disons avant les Françaises, notamment. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que ensuite, il faut que ce droit soit appliqué. Alors, pour ce qui est, elles ont aussi le droit de se défendre maintenant contre la violence masculine, de porter plainte, de demander le divorce, mais c'est compliqué dans la réalité. Oui, vous écrivez justement que depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP, le régime des lois n'a quasiment pas changé, mais que le discours depuis 2006 s'est fait de plus en plus conservateur avec des incidences pratiques, par exemple sur la question de l'avortement qui a été qualifié par le président Erdogan de meurtre, et il est difficile aujourd'hui de se faire avorter dans les hôpitaux publics en Turquie. Oui, d'après une enquête menée par une des associations, la Maison Pourpre, les hôpitaux publics, ou l'immense majorité des hôpitaux publics ont cessé de pratiquer l'avortement, et pourtant il est inscrit dans la loi. Il y a aussi un discours du pouvoir de l'AKP sur la nature des femmes, et notamment du président Erdogan. La femme doit avant tout être mère. Est-ce que ce discours, il exerce une pression sociale sur ces femmes dans une société encore très patriarcale ? Alors c'est très difficile à dire. En tout cas, il est ressenti comme de la part au moins des femmes séculaires et qui ont reçu une éducation et qui ont envie de travailler et pas seulement d'avoir des enfants. Il est ressenti comme une oppression. Maintenant, quel effet il a véritablement, on n'en sait rien. Ça peut conduire certaines femmes à dire non mais pas question, moi je fais mes études, je vais travailler et je fais ce que je veux. Ça peut aussi conduire les chefs de famille à se dire mais voilà ma fille, tu te maries et puis on verra après. Est-ce que vous avez, et on le lit dans le livre, est-ce que vous avez ressenti une vraie crainte justement pour le futur, pour ces femmes, avec une remise en cause de ces acquis comme la contraception, l'avortement ou la pénalisation des crimes sexuels ?
Oui, il y avait déjà cette crainte, hein, parce qu'à plusieurs reprises, l'AKP avait déjà cherché à revenir sur certaines lois, mais ne l'avait pas fait. Parce qu'il y avait aussi une mobilisation. Voilà, parce que, par exemple, sur l'avortement, il y a eu en 2004-2005 une forte mobilisation des femmes dans la rue. Donc parce que les femmes continuent de se mobiliser. Elles l'ont même fait récemment, et ça c'est assez extraordinaire, parce qu'on est entré dans une période de forte répression. Les manifestations sont interdites, mais en novembre, je crois, le gouvernement a voulu instaurer une loi qui donnait à un violeur la possibilité de ne pas écoper, ne pas purger sa peine s'il épousait sa victime, ce qui évidemment est un retour en arrière incroyable. Et là, les femmes, malgré l'état d'urgence, sont allées dans la rue massivement, et pas seulement à Istanbul, dans de nombreuses villes. Donc on le voit, Laurence Monod, la résistance continue, même depuis le coup d'État avorté. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre, Tête de Turc, Erdogan et la condition féminine, est publié chez Le Mieux Éditeur. Merci d'avoir été avec nous.